Lorsqu'on pense au grand classicisme français du XVIIe siècle, c'est presque toujours la figure de Louis XIV qui s'impose. On oublie souvent que les bases de ce mouvement artistique, fondé sur l'harmonie, l'équilibre, mais aussi la mise en scène théâtralisée de l'espace, sont apparues sous le règne de Louis XIII et l'influence de son principal ministre, le cardinal de Richelieu. Je vous parle aujourd'hui d'une période où l'architecture française commence à être pensée comme un outil d'État au service du pouvoir royal, la première moitié du XVIIe siècle. Cantate Domino, cantico nuovo, Quirum mirabilia fede, si salva et sede dextra, Deus, et Dominum Sanctus Deus. Lorsque Louis XIII monte sur le trône en 1610, il n'a que 9 ans et ne peut pas encore régner. Dans un premier temps, c'est sa mère, Marie de Médicis, qui exerce concrètement le pouvoir. L'autorité royale est alors fortement contestée dans un pays lui-même très divisé et fragilisé à plusieurs niveaux. D'un point de vue extérieur d'abord, la France est prise dans un étau par les Habsbourg, qui règnent sur le Saint-Empire romain germanique, mais aussi sur l'Espagne. Cet encerclement stratégique est un fort sujet d'inquiétude, qui conduit finalement à une implication directe du royaume dans la guerre de 30 ans. Mais les problèmes viennent aussi de l'intérieur. La noblesse est encore très puissante à l'époque. Les grands seigneurs possèdent alors des armées privées et contrôlent parfois des territoires entiers. Les complots et les rébellions nobiliaires sont fréquents. Par exemple, Gaston d'Orléans, frère du roi, n'a eu de cesse pendant sa vie de conspirer contre Louis XIII et Richelieu, mettant régulièrement le pouvoir en difficulté. Le royaume est en outre divisé religieusement. Suite aux guerres de religion qui avaient ravagé le pays au XVIe siècle, les protestants possèdent encore des places fortes importantes, comme par exemple celle de La Rochelle. Ces places sont alors comme de petits États autonomes à l'intérieur du royaume, dont elles contestent l'autorité autant sur le plan politique que spirituel. C'est à cette situation que le cardinal de Richelieu va remédier. Tout au long d'une carrière politique, qui accompagne pas à pas le règne personnel de Louis XIII, il cherche à renforcer l'autorité royale, en créant un État fort, moderne et centralisé. D'un point de vue architectural, les divisions internes que connaît le royaume au début du règne s'expriment à travers de grandes forteresses, issues du monde médiéval, et qui incluent parfois dans leurs murs des villes entières. Occupées par toutes sortes d'opposants, ces places fortes, que l'on retrouve un peu partout en France, constituent autant de points bloquants, qui expriment visuellement la contestation de l'autorité royale. Aussi, le projet politique du binôme Louis XIII-Richelieu commence-t-il par une vaste entreprise de reconquête, puis de neutralisation par la démolition des places fortes situées à l'intérieur du royaume. On prend rarement la mesure de ce phénomène, qui s'exerce massivement dans les années 1620-1630, et qui conduit au démantèlement de plusieurs centaines de forteresses majeures. Le paysage architectural français en est réellement transformé. La Rochelle, dont nous parlions plus haut, est assiégée et reprise. Ce bastion de résistance protestant dans l'État est ainsi neutralisé. Les fortifications sont détruites et les privilèges politiques y sont supprimés. Mais c'est aussi par exemple le cas des châteaux d'Angers ou encore de Pierrefonds, impressionnantes forteresses médiévales qui sont largement démantelées et rendues inutilisables. De la ville protestante de Nîmes, dont les défenses sont détruites et qui perd son autorité militaire, ou encore de celle d'Alès, elle aussi protestante. Par cette action, ceux que l'on appelle alors les Huguenots sont remis sous l'autorité royale, et la noblesse perd ses capacités militaires autonomes. Tout cela permet à l'État de prendre le contrôle du territoire. Il s'agit d'une table rase, qui pose les bases d'un nouveau projet artistique, corollaire de l'absolutisme royal, à savoir le classicisme. Les évolutions architecturales du pays suivent alors les changements politiques. C'est la fin du temps des places fortes, issues de la féodalité, et le début d'une époque centralisée, répondant d'une esthétique réinventée. On peut ici prendre la mesure de tout ce qui est à la base du classicisme, à savoir l'idée de rétablir l'ordre dans un pays divisé, de restaurer l'harmonie, mais aussi de marquer visuellement l'emprise de l'État dans l'espace, ce qui passe notamment par des projets d'urbanisme. L'un des plus frappants est précisément celui mené par Richelieu lui-même pour la ville idéale qu'il souhaite faire construire à proximité de son château en Touraine. L'ensemble château et ville constitue un tout cohérent, pensé de manière géométrique et ordonnée.
Si le concept de ville idéale est issu de la Renaissance italienne, il trouve une application très concrète dans le projet de Richelieu, car la géométrie reflète physiquement l'ordre politique. Il en va de même avec le développement du concept de place royale comme élément déterminant de l'espace urbain. Bien que le projet ait été débuté en 1605, c'est-à-dire sous Henri IV, l'actuelle place des Vosges de Paris est profondément associée au règne de Louis XIII, qui l'a fait vivre et en diffuse le modèle. Nous avons déjà plusieurs fois proposé une lecture métaphysique de la question de la monarchie, et il nous faut encore une fois y revenir, car c'est elle qui permet de comprendre le projet architectural de Louis XIII comme une expression directe de l'autorité royale. Dès le Moyen-Âge, le roi est pensé comme le représentant de Dieu sur terre. La pensée religieuse du XIIe siècle, qui s'inspire d'Aristote, présente le principe divin comme un centre, autour duquel tourne la création. Cette pensée médiévale, qui fonctionne par symbole et par analogie, perçoit ainsi le monarque comme le centre du royaume, tout comme le principe divin est au cœur du cosmos. C'est le roi qui, par sa centralité, maintient l'ordre divin de son propre cosmos. C'est précisément ce qu'expriment les places royales, au centre desquelles on retrouve toujours la statue du monarque, entourée par un espace symbolique représentant le royaume. En 1634, Corneille écrit même une pièce intitulée La Place Royale, qui présente ce lieu à la mode, où se déroulent les intrigues mondaines. Nous sommes en pleine période baroque, où le théâtre, qui en un sens est l'expression de l'aventure humaine, tient une place considérable. À l'époque, la théâtralité a une dimension très particulière. Elle conduit à mettre en scène le pouvoir dans des espaces de représentation. Les places royales participent de cette dynamique. Elles organisent symboliquement l'espace urbain autour d'une centralité de pouvoir. Ici encore, la géométrie appuie le projet étatique. Il en va de même de tout un vocabulaire architectural qui se met progressivement en place et dont la codification aboutira pleinement sous le règne de Louis XIV. L'architecture du XVIe siècle, marquée par la Renaissance, ne possédait pas encore vraiment de règles rigides ou systématiques. Les châteaux étaient souvent largement héritiers des formes médiévales, que l'on avait ouvertes sur l'extérieur et sur lesquelles les éléments d'ornementation, principalement d'influence italienne, étaient utilisés avec une certaine liberté d'agencement. Le premier XVIIe siècle commence progressivement à codifier l'art de bâtir. Le projet étatique visant à restaurer l'harmonie et l'équilibre dans un pays divisé, l'architecture se met au diapason. Les édifices deviennent clairement symétriques et proportionnés. Les châteaux conservent l'esprit du modèle de la forteresse médiévale, mais ils en donnent désormais une expression spatiale purement symbolique. L'avant-corps, qu'on retrouve presque systématiquement, figure le donjon. Et les pavillons latéraux, compris dans les ailes, représentent les anciennes tours d'angle des murailles quadrangulaires, mais compactées dans une forme linéaire qui, de face, rappelle encore une architecture militaire. L'architecture religieuse française est pour sa part plus influencée par l'esthétique baroque, développée en Italie sous l'influence pontificale. Dans le cadre de la Contre-Réforme, Rome avait cherché dès le XVIe siècle à trouver une solution artistique pour combattre le protestantisme et reconquérir ses fidèles. L'exubérance baroque, qui trouve notamment ses bases idéologiques dans le Concile de Trente, cherche à impressionner, à séduire par la couleur et le mouvement, ainsi que par la théâtralité. La Compagnie de Jésus, créée en 1534, est notamment un outil au service du pape pour faire appliquer la Contre-Réforme. Dans ce cadre, les jésuites repensent l'architecture des églises, qui jusqu'ici privilégiaient le plan en croix, et qui désormais préfèrent une nef unique, offrant une meilleure perspective aux fidèles et ouvrant sur des autels magnifiés et des gloires spectaculaires. L'espace est alors mis en scène dans un objectif d'efficacité liturgique. C'est notamment ce que l'on peut observer dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis de Paris. La chapelle de la Sorbonne de Jacques Le Mercier affiche elle aussi de grandes nouveautés, puisqu'elle combine un plan longitudinal et un plan centré sous coupole. Il y a ici des évolutions très significatives, qui marquent une transition profonde par rapport à l'esthétique des églises médiévales. Il faut bien noter que le modèle français reste unique. Tout comme le baroque italien, il est spectaculaire et théâtral, mais en préférant toutefois la ligne droite aux ondulations, la proportion équilibrée contre les trompe-l'œil et les motifs foisonnants. Il s'agit bien pour le roi de France de prendre ses distances par rapport au pouvoir du pape et de son esthétique conquérante, c'est-à-dire le baroque. C'est de là que naît le classicisme, singularité française en Europe, et dont la paternité revient en fait largement au cardinal de Richelieu. Ce style unique, qui s'est progressivement structuré au cours du XVIIe siècle en prenant son autonomie vis-à-vis des influences italiennes, illustre ainsi le développement de la puissance française en Europe, tant sur le plan politique qu'artistique. C'est sous Louis XIV que le projet classique aboutira pleinement.
notamment avec la création des académies, qui norment et codifient en établissant des règles strictes pour tous les arts. L'espace architectural deviendra alors pleinement un outil destiné à la mise en scène du pouvoir royal, centre symbolique autour duquel gravite le royaume. Versailles, grand projet architectural du roi Soleil, en constituera l'accomplissement absolu. Mais ça, c'est encore une autre histoire.